Bien, c'est un vaste sujet, hein, et parler de ça en 15 minutes, c'est redoutable, enfin pour moi. Heureusement, un certain nombre de choses que je voulais dire ont déjà été abordées tout à l'heure, donc ça me permettra d'aller plus vite de temps en temps. Et donc, je voudrais vous assister sur quelques points particuliers afin de démarrer la discussion tous ensemble, ce qui sera sans doute le plus intéressant. Bon, alors donc, je vais revenir un peu sur l'état du climat quand même, parce que je voudrais faire quelques remarques. Donc j'ai les mêmes courbes qui ont été présentées tout à l'heure par Jacques Lesinski. Vous voyez l'augmentation de la température globale moyenne de la Terre depuis les années 1950-1970. Vous voyez que ça monte. Il y a des fluctuations parce que les mouvements de l'atmosphère et des océans sont turbulents et que ça veut dire qu'il y a à la fois des fluctuations et des grosses structures comme d'énormes masses d'eau qui traversent le Pacifique qui s'appellent le El Niño et bien d'autres qui font que, bon, il y a aussi, bon, par exemple, ces pics-là, c'est El Niño, qui était énorme en 2017, je crois, et qui est déjà en train de repartir à la hausse. Tout ça pour dire que ça continue. Ce que je voudrais aussi vous faire remarquer, c'est sur la carte de la Terre, on voit que, bon, en rouge, c'est ce qui est à 5,9, mais ils sont 6 degrés au-dessus de la moyenne des années 1950-1980. Vous voyez que le nord de la Sibérie ainsi que le nord du Canada ont été à plus 6 degrés par rapport aux années 1950-1980, ce qui illustre le fait que l'augmentation de température de la planète n'est pas la même sur les continents et dans les océans, ce qui d'ailleurs est illustré par la courbe suivante, où vous voyez les augmentations donc sur les continents qui sont là et dans les océans qui sont la moitié. Autrement dit, quand on parle d'un objectif de 2, 3 ou 4 degrés à l'horizon 2100, il faut voir que c'est énormément plus sur les continents où nous vivons. Sans parler des vagues de chaleur que la France, par exemple, a connues en 2003, on s'en souvient, où il avait fait jusqu'à 46-47 degrés dans le sud de la France, 48 dans le sud de l'Espagne et du Portugal. Eh bien, il faut malheureusement s'attendre à ce qu'en 2100, si on ne fait rien, il y ait des vagues de chaleur au-delà de plus 50 degrés. Et donc ça, je crois que c'est des températures qui sont dignes des aires les plus torrides de la planète, et donc ça veut dire que ça va être extrêmement difficile si on ne fait pas quelque chose en attendant. Alors, il y avait d'autres remarques, je crois, là-dessus. Oui, donc il faut voir que les calculs du GIEC ont été mentionnés tout à l'heure, ne tiennent pas en compte du permafrost, c'est-à-dire de la fonte des terres gelées, donc justement les terres qui sont les plus en train de se réchauffer, et que ça va encore empirer très bientôt, au prochain rapport, ce sera dans les calculs, empirer malheureusement les prédictions. Alors, je passe là-dessus aussi. Ça a été montré aussi avec une échelle différente. C'est pour vous montrer, parce qu'il y a beaucoup de négationnistes de réchauffement climatique, c'est ainsi que je crois qu'il faut les appeler, tellement l'évidence scientifique est là, et tellement refuser de l'admettre, ça relève du négationnisme. Eh bien, il y a parmi ces gens-là, il y en a beaucoup qui disent « Ah, mais la Terre a toujours oscillé entre du froid et du chaud. C'est les périodes glaciaires et interglaciaires. Donc qui se succèdent de manière chaotique parce que ça tient au mouvement de la Terre sur son orbite qui dépend du mouvement des planètes, et dès qu'il y a plus de 3 planètes qui interagissent entre elles, ça fait du chaos. Et donc c'est l'une des raisons, disons, résumées. Je vois qu'on a un expert de l'astrophysique, et donc tout ça pour dire que donc, la Terre a connu des périodes chaudes et des périodes froides, où la différence de température était seulement de l'ordre de 6 degrés, ce qui changeait énormément à la surface des glaciers, etc. Ouais, je ne sais pas si c'est toi Gérard, c'est pas bravo ça. Et que à cause de ces oscillations de température, la concentration en CO2 dans l'atmosphère a beaucoup oscillé. Alors les gens qui prétendent que les oscillations du CO2 sont une conséquence
d'un réchauffement climatique qui serait dû au soleil se trompe complètement. Ceci n'a rien à voir avec la réalité. La preuve, ce qui se passe en ce moment, c'est ce tout petit pic extrêmement étroit qui vous montre que la concentration de CO2 dans l'atmosphère depuis 800 000 ans, ce qu'on mesure en prenant des carottes dans les glaciers, comme vous savez peut-être, eh bien, elle a presque doublé en à peine un siècle, alors que ces choses-là, ça prend des dizaines de milliers d'années. Donc c'était ça que je voulais dire. Quant à ce CO2 qui est émis, on a démontré que c'est par la combustion du lignite, qui est un mauvais charbon épouvantable qu'utilisent les avions électrogènes, entre autres, j'y reviendrai, mais aussi le pétrole et le gaz naturel, eh bien, on reconnaît leur présence dans l'atmosphère au fait que la concentration en carbone 14 dans l'atmosphère diminue parce que, bien sûr, comme leur nom l'indique, les combustibles fossiles sont anciens, donc il n'y a plus de carbone 14 dedans, et d'ailleurs ça se vérifie dans des modèles plus complexes avec aussi du carbone 13 et d'autres arguments. Pour dire que l'origine anthropique de ce CO2 qui est en train de faire chauffer l'atmosphère de manière totalement inédite, elle est tout à fait claire, c'est les combustibles fossiles. Alors, les émissions, il faut aussi, peut-être c'est pas inintéressant, de savoir que la moitié de ce qui est émis reste dans l'atmosphère, un quart va dans les océans, c'est en gros, et un quart est absorbé par la végétation. Et donc, ceci est pour dire au passage que planter des arbres et ne pas déforester ni en Brésil, ni en Indonésie, pour faire par exemple du biocarburant vert qu'on a à la pompe en France, eh bien, c'est très très important. Il faut préserver, si ce n'est augmenter la surface des forêts. Alors ensuite, j'avais envie, je fais ça souvent, et je vais le refaire avec vous, j'ai mis à jour mes chiffres, pour vous expliquer que les émissions de CO2 sont très inhomogènes entre les différents pays. Et que de considérer ce qui se passe, non pas au total, parce que dire que la Chine émet plus de CO2 que les États-Unis, c'est évident, mais c'est évident parce qu'il y a 1,350 milliard d'habitants en Chine et qu'il y a seulement 300 et quelques millions d'habitants aux États-Unis. Donc on aurait pu comparer, je ne sais pas moi, l'Allemagne avec le Luxembourg, enfin bref, vous me comprenez, je suppose. Et donc c'est les émissions par habitant qui signent la politique énergétique de chaque pays. Alors quand on regarde ça, vous êtes peut-être surpris, moi je commence à l'habitude de montrer ce truc. Mais voilà, donc les champions des émissions de CO2 sur ce diagramme, où c'est des pays en fonction des émissions en tonnes de CO2 par habitant, c'est le Qatar. Pourquoi le Qatar? Bien sûr, c'est un pays qui a des pipées non pas de pétrole, mais de gaz naturel, je le crois, considérable, mais c'est surtout parce que au Qatar, l'électricité est gratuite et que tous les grands immeubles, c'est un pays très riche, ont de l'air conditionné considérable, et donc dans un pays comme ça, évidemment, on brûle énormément de gaz naturel qui a beau être moins polluant que le charbon ou le lignite, émet quand même beaucoup de CO2, et c'est pour ça qu'ils émettent 31 tonnes par habitant. Ceci étant, je reviendrai sur eux à propos des États-Unis. Alors, les trois suivants, c'est le trio Australie, États-Unis, Canada, qui, vous voyez, sont entre 15 et 16 tonnes par habitant, ce qui est quand même considérable, surtout si on compare avec nous, on va y venir, on est par là, la France. Et la moyenne du monde, qui est 4,35 tonnes par habitant, c'est la ligne rouge. Donc, les Australiens, les États-Uniens et les Canadiens sont parmi les plus mauvaises, les plus polluantes politiques énergétiques du monde. Si vous me suivez, ça va. Le Luxembourg est un cas pas inintéressant, y compris d'un point de vue politique, qui a soulevé Hélène tout à l'heure. Pourquoi est-ce que le Luxembourg émet autant que ces gens-là? Eh bien, j'ai longtemps cru beaucoup de choses, et j'ai fini par comprendre, je vois qu'il y a des gens où ça t'intéresse, eh bien, le Luxembourg est un endroit où il n'y a pas de taxes, ou beaucoup moins que dans les autres pays, sur l'essence. Et donc, c'est pas étonnant de la part d'un État qui est connu pour être un paradis fiscal. Mais le résultat, c'est que tous les camions qui traversent l'Europe, toutes les voitures du voisinage, etc., vont à la pompe au Luxembourg. Donc, on en pense ce qu'on voudra, mais je crois qu'à une époque où il faut dépenser de l'argent, investir de l'argent pour mettre en place de l'énergie décarbonée qui va être plus chère, bien sûr, que de l'énergie sale, le Luxembourg montre le contre-exemple le plus parfaitement évident.
Alors après, bon, on voit la Russie, le Japon, et on arrive, là, bon, c'est celui-là, voilà, on arrive à l'Allemagne, qui est aux alentours de 9 tonnes par habitant, ce qui est quand même plus du double de la France. Alors la raison a déjà été évoquée, c'est parce qu'en Allemagne, il y a énormément de combustibles fossiles qui sont principalement le charbon, mais surtout le lignite, qui est un espèce de charbon de mauvaise qualité qui émet des quantités de CO2 énormes et dont ils sont l'un des plus gros producteurs au monde. Il y en a d'autres, hein, le Canada, l'Australie et la Pologne, enfin entre autres. Et donc la politique énergétique de l'Allemagne peut surprendre certains qui voient qu'on nous explique sans arrêt à quel point on construit des éoliennes et des panneaux photovoltaïques en Allemagne. Eh bien le résultat est là, et en plus ça ne diminue pas, les Allemands continuent à émettre 2 fois plus que la France. Et d'ailleurs ça s'illustre par quelque chose qui a été dit par Jacques tout à l'heure, le nombre de grammes de CO2 par kilowattheure d'électricité en France est de 79 grammes d'après mes chiffres à moi, en Allemagne de 461 et en Pologne de 781 grammes par kilowattheure. Vous voyez à quel point l'énergie est quand même pas mal décarbonée, l'électricité, pardon, décarbonée en France, et à quel point elle ne l'est pas en Allemagne, en Pologne, et d'ailleurs les États-Unis, l'Australie, tout ça, ils sont aussi dans ce genre de chiffres. Bon, alors, oui, il y a des questions? Oui, l'Angleterre, c'est plus étonnant. L'Angleterre, oui. Bon, l'Angleterre, ils ont pas mal de pétrole. Ils construisent des centrales nucléaires en ce moment, et donc ils s'occupent de ce problème. Mais effectivement, ils ont quand même... la Suède est meilleure que la France. Pourquoi? Parce qu'en France, il y a donc 72% dans l'électricité qui vient des centrales nucléaires et une dizaine de pourcents qui proviennent de nos admirables barrages hydroélectriques. En Suède, ils ont presque 50-50, la moitié de barrages et la moitié de centrales hydroélectriques. Donc, ils font beaucoup mieux que nous. Et ils ont construit tout ça avec une taxe carbone dont on pourra parler dans la discussion tout à l'heure, parce que c'est un problème de société, donc politique, mais inévitable, et qui s'en sont mal pris, le gouvernement actuel. Alors, voilà un peu ce que j'avais à dire. J'ai été au Monténégro récemment, dont j'en ai parlé. Le Brésil, les pays émergents, le Brésil, l'Inde, vous voyez, ils sont à peu près à 1,5 tonnes par habitant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ligne verte? C'est, je suis désolé pour l'anglais, c'est le but recherché pour limiter le réchauffement climatique, si possible, en dessous de 2 degrés de plus par rapport à l'époque pré-industrielle. Vous suivez? Oui. Bon. Donc c'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé, en particulier lors de l'accord de Paris, après, au moment de la COP21, donc il y a 3 ans. Donc c'est là qu'il faudrait arriver, et vous voyez que tous les pays riches, et même les pays émergents sans doute, parce que ont un effort à faire. Évidemment, des pays très pauvres, mais l'Éthiopie n'est pas seulement pauvre, l'Éthiopie est aussi un endroit où il y a beaucoup de barrages. Ils exportent de l'électricité grâce à ça aux pays voisins. Et donc, l'Éthiopie a beau avoir... on compare souvent... enfin bref, avançons. Bon, voilà l'essentiel, je crois, de ce que je voulais vous dire pour vous faire comprendre que ces taux d'émissions par habitant, c'est significatif de la politique qui est mise en œuvre. Donc ça j'ai déjà dit, donc je continue. Ça, vous connaissez peut-être, enfin ceux qui se sont un peu plongés dans le problème du climat. C'est les prédictions du GIEC. Donc le GIEC, vous savez, c'est ce immense groupe de 3000 scientifiques qui s'occupent principalement du climat et tout ce qu'il y a autour, et qui, on connaît la courbe, la mesure du CO2. Là, c'est du carbone tout court au lieu de CO2, mais ça revient au même, à un facteur 3,6 près. Et puis après, c'est les prédictions. Alors, celle-là, qui est en principe dans un joli rouge, mais le projecteur n'est pas mon joli rouge, donc c'est marron, c'est si on ne change rien, si on continue comme aujourd'hui. Et donc vous voyez qu'à ce moment-là, non seulement on arrive à 4,5 degrés en 2100, mais c'est pas fini, après ça va continuer. Bon. Et si on veut au moins stabiliser le climat à une certaine température,
il faut s'y prendre immédiatement, essayer de suivre le parcours bleu-violet ici, et à ce moment-là, on va stabiliser d'après le plus optimiste des scénarios que pouvait envisager le GIEC. On arrive à 1,8 degré, un petit peu en dessous des 2 degrés, etc. Ça demande des efforts absolument colossaux, je vais y revenir. Mais surtout, ce que ça fait, c'est que la quantité totale commence à diminuer, donc on aura stabilisé le climat. Alors que dans les autres scénarios, ça monte, et en 2100, ce ne sera pas fini. Vous voyez ce que je veux essayer de vous dire. Bon. Alors, non seulement en 2050, il faut arriver à 3 fois moins qu'aujourd'hui, vous voyez, mais en plus, en 2075, il faut arriver à 0 et même en dessous. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir des émissions négatives? Eh bien, il y a eu aussi un mot qui a été dit là-dessus. Il ne faut surtout pas supprimer de la forêt, faire de la déforestation comme le font certains industriels du biocarburant au Brésil ou en Indonésie. Il faut planter davantage d'arbres. J'ai fait des petits calculs la semaine dernière. Oula, bon d'accord, alors là, si j'ai plus de 5 minutes, je me tais. Quant au géo-engineering, je n'y crois pas beaucoup. Alors, ça, je trouve ça très important. Donc on va parler un peu de l'éolien. Qui est un renouvelable donc intermittent. Pourquoi intermittent? Eh bien, c'est parce que ces éoliennes, elles ont un certain, sur l'étiquette, il y a une puissance nominale qui correspond à quand le vent souffle à la bonne vitesse. C'est-à-dire, dans les éoliennes, en général, c'est de l'ordre de 43 km/h. Si ça souffle au-delà de 90 km/h, les éoliennes vont s'envoler, donc il faut réduire la voilure. Et si ça souffle à moins de 10 ou 15 km/h, ça s'arrête. Et donc le résultat, c'est que la moyenne est environ 6 fois plus faible que la puissance installée. Donc attention quand vous entendez des discours sur la puissance des éoliennes installées en France, c'est en général avec ce chiffre-là, mais la réalité c'est 6 fois moins. Mais encore pire, ça fluctue sans arrêt. Alors, on aurait pu croire qu'en couvrant toute l'Europe de lignes électriques absolument partout, il y a des gens qui vont protester parce qu'ils croient que ça leur détruise les oreilles et le cerveau d'avoir des lignes électriques, mais peu importe ces gens-là, si on couvre toute l'Europe d'un réseau de lignes électriques partout, on peut imaginer qu'on va lisser les fluctuations en compensant la production en Espagne avec celle de l'Allemagne, etc. Eh bien non, pas du tout. On a ici, enfin, Floca et Pervez, pardon, je me trompe de bouton, on fait la somme de ce qui est produit au jour le jour par l'Allemagne, l'Autriche, la France, l'Espagne, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni, et vous voyez que ça continue à fluctuer tant que ça peut. Pourquoi? Parce qu'en gros, la météo n'est pas extrêmement différente entre tous ces pays d'Europe. Alors, c'est très embêtant parce que si donc, avec des réseaux, on ne peut pas lisser ces fluctuations, eh bien quand ça s'arrête, il faut allumer autre chose. Et donc ça, quand on a des barrages hydroélectriques en grande quantité, on sait faire. Quand on n'en a pas, ce qui est le cas de l'Allemagne parce qu'il n'y a pas de montagne suffisamment bien faite pour mettre des lacs de retenue, etc., eh bien on ne sait pas. Alors on achète de l'électricité nucléaire en France, évidemment, mais il n'y en a pas assez non plus. Donc ils essayent d'en vendre à la Suisse, qui remonte aussi de l'eau dans les barrages, et puis qui revend beaucoup plus cher quand il y a besoin de plus d'électricité. Ils sont très bien situés, les Suisses. Mais tout ça, ça ne suffit pas. Et donc c'est pour ça que les Allemands allument des centrales à charbon et surtout à lignite pour compenser les fluctuations, l'intermittence, comme on dit, de leurs éoliennes. Et les panneaux photovoltaïques, eh bien c'est pareil aussi, c'est un peu plus prévisible que la nuit, il n'y a pas de soleil et que le jour il y en a, mais quand il y a des nuages qui passent, ça perturbe quand même aussi. Et donc ni le photovoltaïque, ni l'éolien ne permettent de produire une électricité stable sans carbone. Et donc voilà, donc en Allemagne c'est ce qui se passe, je vous l'ai dit, en France on en a moins que heureusement, et donc l'intermittence, parce qu'il y en a quand même, elle est à peu près encaissée par notre nucléaire qui est pilotable et les barrages hydroélectriques qui sont encore plus pilotables. Les barrages hydroélectriques en France, c'est un joyau admirable, extraordinairement utile. Attention à ce que certains partis politiques en ce moment sont en train de vouloir en faire, je n'insiste pas. Voilà, donc c'était pour parler un peu des intermittents. Alors,
Ça, c'est le barrage que j'aime beaucoup parce que j'aime bien aller en vélo sur cette route-là, et je vous jure que je vais le faire. Bon. Et donc, c'est le barrage de Grand Maison qui est un barrage donc réversible, une station de pompage qui permet de compenser pas mal ces fluctuations. Attention que bon, c'est quand même un grand barrage, des endroits comme ça, il n'y en a qu'un seul en France, et bon, ça peut remplacer une grosse centrale de 1 gigawatt pendant quelques jours, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. C'est déjà ça. Alors, je voudrais dire quelques mots des progrès du solaire, parce que dans beaucoup de pays, le solaire, c'est quand même, il y en a beaucoup de soleil. Bon. Et donc, je crois que le solaire thermique a fait beaucoup de progrès, et je voudrais vous en dire quelques mots. Donc, le solaire photovoltaïque, il y a des panneaux, du silicium, ça fabrique directement de l'électricité, hein, sauf quand il y a des nuages ou que c'est la nuit, et puis là, ça s'arrête. Bon. Alors, j'aurais dû le dire tout à l'heure, mais on ne sait pas stocker l'électricité en grande quantité. En petite quantité pour mon ordinateur, et même pour les voitures de M. Elon Musk en Californie, les voitures Tesla, eh bien, on fabrique des batteries qui s'appellent lithium-ion. Et ça, c'est très bien, sauf que les batteries lithium-ion, elles fonctionnent avec du cobalt. Et que du cobalt à l'échelle de quelques batteries, bon, ça va, mais à l'échelle du monde entier, pour les productions d'électricité du monde entier, alors ça, non, il n'y a pas assez de ressources de cobalt dans le monde entier pour satisfaire ça. Donc il y a des gens qui font de la recherche en électrochimie extrêmement importante pour essayer d'améliorer les batteries, j'espère qu'ils vont y arriver. Si on trouvait une méthode pour stocker l'électricité qui soit efficace et développable à la grande échelle, ce serait une révolution. J'espère qu'on la trouvera, pour l'instant on ne l'a pas. Donc, pourquoi j'aime beaucoup ce solaire thermique? C'est parce qu'au lieu d'être des panneaux photovoltaïques qui produisent directement de l'électricité, on concentre la chaleur du rayonnement solaire sur un tuyau au foyer de cette parabole ou sur cette cellule ici avec tous ces miroirs qui renvoient la lumière du soleil là-dessus. Et donc il y a un fluide caloporteur qui transporte cette chaleur vers une centrale habituelle, c'est-à-dire un truc qui transforme ça en vapeur d'eau, qui fait tourner une turbine qui produit de l'électricité. Alors, en 2007, aux États-Unis, Nevada One a été construit, ça coûtait assez cher. Le fluide caloporteur, c'était de l'huile dans ces tuyaux, si j'ai bien compris. Mais cette huile, elle restait chaude pendant une demi-heure, donc c'était pas inutile, mais pas vraiment extraordinaire. Alors, l'année dernière, cette centrale a enfin fonctionné au Maroc, elle s'appelle Nord 3. Et donc elle est un peu plus puissante, mais surtout le fluide caloporteur c'est du sel fondu, et ça reste chaud pendant 7h30, et donc on fait presque le tour de la nuit pour avoir la journée complète, encore un effort, mais je pense que c'est une voie extrêmement intéressante pour l'avenir, surtout dans des pays chauds comme ça, où on ne peut pas, à mon avis, construire de centrales nucléaires, parce que ça demande une technologie et aussi une stabilité politique que je crois que tous les pays n'ont pas. Quelques mots quand même de la capture et le stockage du CO2, et parce que c'est possible, ça marche. On sait faire, par exemple, dans cette usine au Canada, qui est une petite usine thermique de 100 MW, mais bon, c'est un dixième d'une grosse, vraiment. On peut capturer le CO2, le réinjecter dans des anciens puits de pétrole voisins qui sont vides, et ça ne coûte pas si cher, 35 à 50 $ par tonne, ça double le prix du mégawattheure d'une centrale thermique à charbon ou à lignite, qui lui est très bas. Donc même en passant de 35 au double à 70, on reste très compétitif. Donc je trouve que la capture et le stockage du CO2, et j'en ai reparlé l'autre jour avec des grands experts, dont Valérie Masson-Delmotte par exemple, ou Hervé Treux, des gens comme ça, ils sont tous d'accord que la capture et le stockage du CO2, enfin il me semble que c'est eux qui m'ont confirmé ça, il fallait absolument s'en préoccuper. Le problème, parce qu'il n'y a pas de solution miracle, hein, tous ces problèmes sont tous très difficiles, mais le problème c'est que les puits de pétrole ou de gaz naturel un peu vides, il y en a un nombre limité et puis ils seront vite remplis avec tout ce que le CO2 tout le CO2 qui est émis. Donc il faudrait trouver ce qu'on appelle des couches aquifères, c'est en profondeur,
dans certains endroits qui sont des espèces, enfin je sais pas, je ne suis pas géophysicien, mais c'est des couches dans lesquelles on peut espérer stocker du CO2. Encore faudrait-il vérifier que ça marche bien, que ça c'est plus lourd que l'air, le CO2, donc ça reste au fond, mais quand même ça mériterait quelques expérimentations et surtout de la recherche en géophysique pour savoir s'il y en a assez pour baisser quand même. Alors, mon dernier champion, c'est le nucléaire. Je suis désolé, j'ai fait aussi vite que j'ai pu, mais bon. Le nucléaire est entièrement décarboné, sauf pendant la construction, où bien sûr il y a du béton, de l'acier, tout un tas de choses qu'on ne produit pas comme ça par un claquement de doigts. Et donc, à mon avis, il y a trois problèmes principaux pour le nucléaire. Le premier, c'est un problème de sûreté ou de sécurité. Et donc, pour ça, je crois que la France est bien équipée d'une autorité de sûreté nucléaire, mais rien n'est jamais parfait. De même qu'il n'y a pas zéro risque dans le nucléaire. Mais en tout cas, je crois que c'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre le contrôle de la sûreté en France par l'ASN et son laboratoire à l'IRSN, et le Japon, où la compagnie TEPCO, qui était privée, qui est toujours privée, n'a jamais donné la priorité à la sécurité sur les bénéfices. C'est toute la différence entre un système public et un système privé, dont par nature les motivations sont de faire de l'argent, bien sûr. Alors comme ça coûte plus cher d'avoir quelque chose plein de sécurité partout, ou une triple enceinte, eh bien à Fukushima il n'y avait pas la sécurité voulue et ça a fondu aussi. Alors ensuite il y a le problème des déchets dont tout le monde parle, bien sûr. Il y en a deux aspects, si vous voulez. Ce qui a déjà été utilisé dans une centrale nucléaire, il faut en principe le recycler, ne serait-ce que pour séparer les différents types de déchets qui ont une intensité de radioactivité plus ou moins forte, qui peuvent être ou non réutilisés comme combustible, et c'est ça qui est le mieux, à mon avis, c'est de transformer les déchets, ou l'essentiel des déchets, en particulier tout le plutonium, en combustible. Mais pour ça, il faut un autre type, bien qu'on en injecte déjà c'est ce qu'on appelle le MOX dans certaines de nos centrales nucléaires actuelles, mais pour brûler l'essentiel des déchets en les transformant en combustible, il faut ce qu'on appelle des réacteurs à neutrons rapides. Alors les réacteurs à neutrons rapides ont très mauvaise réputation dans le public parce qu'ils ne sont pas bien informés, n'est-ce pas Hélène? Et je suis bien d'accord avec toi, parce que c'était le principe de Superphénix. Superphénix a eu des petits problèmes de sodium vaguement au début. Superphénix a s'en est admirablement sorti des différents procès que lui ont intenté un certain nombre d'organisations que je ne nommerai pas. Mais finalement, ça a marché admirablement pendant un an, jusqu'à ce qu'il y ait des élections auxquelles le gouvernement de l'époque, vous savez, était Lionel Jospin et certains de ses ministres ont malheureusement décidé la fermeture de Superphénix. Alors depuis, on a considéré un certain nombre d'améliorations nécessaires à faire pour les neutrons rapides qui vont permettre de satisfaire les critères de sûreté actuels qui sont beaucoup plus exigeants. Alors, il y a des pays qui font beaucoup de recherches là-dessus, en particulier la Russie, en laquelle je n'ai pas une confiance énorme, mais aussi quelques autres pays. C'est dommage que la France, qui avait un projet Astrid pour améliorer la sécurité des futurs réacteurs à neutrons rapides, soit plus ou moins ralentie pour des questions qui me semblent être, excusez-moi, mais plus électoralistes que rationnelles. Et puis il en restera un peu de ces déchets, il faut les enfouir aux profondeurs. Après tout, les profondeurs de la Terre, c'est aussi radioactif. Alors, quoi d'autre? Combien ça coûte? Donc là aussi, on a droit à de l'infox, comme on dit, c'est-à-dire des fausses informations sur tout un tas de réseaux variés. Eh bien, alors, donc, il faut regarder combien ça coûte. D'abord, je voudrais dire qu'en France, le kilowattheure, malgré ou au contraire, grâce à tous ces réacteurs, le kilowattheure est quand même à 18 centimes, alors que c'est 33, presque le double en Allemagne. Hein. Bon. Alors, malgré tout, on nous a parlé de quoi? On nous a parlé du fait que le nouvel EPR
qui est en principe beaucoup plus sûr, et beaucoup plus efficace, etc., que les réacteurs actuels, sa construction coûte environ 10 milliards d'euros. Alors c'est beaucoup, il n'y a pas de doute, mais on va comparer, vous allez voir. D'abord, ça va produire en principe 80 TWh en 60 ans, ça représente 8 fois plus, 80 milliards d'euros, au prix du kilowattheure qui est de l'ordre de 100 euros maintenant. Et bien donc évidemment il y a 12% de ce budget total qui correspond à la construction, mais c'est pas démentiel. Bon, c'est pas... Ensuite, après Fukushima, la France a décidé, a exigé d'améliorer encore la sûreté de fonctionnement de ces réacteurs, et ça coûte une centaine de milliards, ce qui est beaucoup, mais c'est sur 15 ans quand même, pour 58 réacteurs. Donc sur 15 ans, bon, ça fait 8 milliards d'euros, c'est beaucoup quand même, c'est cher, il n'y a pas de doute, mais c'est pas du tout inabordable. Enfin, les gens ont aussi raconté que l'enfouissement des déchets sur le plateau de Bure coûtait des fortunes. Et bien à nouveau, regardons, bon, c'est entre 25 et 35 milliards d'euros, mais sur 140 ans, donc bon, ça reste cher, mais c'est pas inabordable, non. D'autant plus que si on veut comparer, par exemple, aux subventions de l'État pour la construction de nos fameuses éoliennes, des renouvelables, eh bien, regardez votre facture d'électricité. Il y a une ligne marquée CSPE, contribution, je ne sais pas quoi, à la production d'électricité, qui augmente. Donc c'était 1,66 milliards d'euros par an en 2007, c'est déjà 7 milliards d'euros en 2016. La France a investi 50 milliards, ou c'est un objectif pour 2030, je ne me souviens plus très bien, excusez-moi, 50 milliards d'euros dans la construction de ces éoliennes intermittentes qui nous posent beaucoup de problèmes. L'Allemagne, 300 milliards. Bon, vous voyez, ça coûte très cher. Et ça coûte tellement cher que, bon, dans tout ça, le nucléaire, bon, c'est cher, mais c'est quand même décarboné. Et bon, il faut payer plus. Il faut payer plus pour avoir de l'électricité propre. Voilà, donc j'ai fini. Si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un livre il n'y a pas longtemps, donc vous pouvez y trouver plus de détails. Et puis surtout, j'aimerais qu'il y ait des questions pour qu'on discute de tout ce que vous voulez. Oui, il faut beaucoup.